Bon, eh ben, tout le monde tient, c'est très bien. Nous sommes donc avec Laurent Tricot, directeur de la coordination régionale Île-de-France pour Total Énergie. Nous sommes avec Pierre Monin, délégué territorial Val-de-Seine pour GRT Gaz. Nous sommes avec Pierre-Yves Dulac qui vient de nous rejoindre, directeur délégué régional pour Engie. Et puis Frédéric Moulin qui est avec nous, directeur territorial de Paris de GRDF, ainsi que François-Marie Didier, président du SIAP. Merci d'être avec nous. Et François-Marie Didier, vous allez être notre grand témoin sur cette table ronde. Donc ça vous donne un privilège assez incroyable, c'est de pouvoir ouvrir et conclure les échanges. Donc je vous propose peut-être de démarrer d'un bref petit mot pour introduire. Mais ce sujet de la décarbonation, effectivement, on va le voir avec nos énergéticiens, il est majeur. Chacun d'ailleurs a son approche, ses solutions ou sa solution, j'allais dire, favorite, entre guillemets. Comment vous, finalement, vous regardez ça, notamment à la lumière du SIAP et avec ces sujets, effectivement, de devoir à la fois réduire sa consommation d'énergie et de devoir aussi, finalement, décarboner son activité. Comment est-ce que vous regardez ça ? Je le regarde comme un acteur principal en matière de biogaz en France et en Île-de-France. Les gens ne le savent pas, mais le SIAP, on produit du biogaz depuis 80 ans sur notre site d'Achères dans les Yvelines. On est le premier producteur de biogaz en France, c'est 500 gigawattheures par an. Et l'essentiel de ce biogaz, finalement, on l'autoconsomme pour le fonctionnement de nos usines, en produisant finalement de la chaleur. On a besoin de beaucoup de chaleur. Et donc, on est, nous aussi, un énergéticien. La grande nouveauté, et je suis content que GRDF soit de nos côtés, c'est que depuis hier, on réinjecte une partie du biogaz qu'on produit sur le site de notre usine de Valenton. On réinjecte dans le réseau de distribution publique. Donc avant, on le produisait pour nous-mêmes, ce biogaz. Aujourd'hui, on le vend. Donc c'est aussi une source de recettes pour nous. Brièvement, parce que je crois qu'on est très contraint par le temps, nous, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de maîtrise des coûts et c'est un enjeu, évidemment, d'empreinte environnementale, puisqu'on a une trajectoire environnementale importante au SIAP, avec un respect de la stratégie nationale bas carbone. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on fait doit évidemment diminuer notre empreinte carbone. C'est évidemment le cas avec le biogaz. Effectivement, et on va voir comment ces acteurs travaillent parfois effectivement ensemble, comme vous l'avez souligné, et travaillent et réfléchissent à ces sujets. Frédéric Moulin, justement, comment on a réussi cette transition énergétique sur ce territoire francilien ? Et j'allais dire, vous, chérie, on parlait à l'instant effectivement de biogaz, c'est aussi un sujet que vous regardez naturellement de très près, sur lequel vous êtes... plus qu'avancé, c'est un euphémisme de le dire, puisque c'est votre job, votre métier depuis très longtemps. Mais comment est-ce qu'effectivement, là, on se met à avancer et à accélérer cette nécessité d'aller plus vite et plus fort ? Bonjour. Alors d'abord, effectivement, un constat. GRDF, qui est l'opérateur du réseau de distribution de gaz en Île-de-France, nous voyons qu'effectivement, le gaz a aujourd'hui une part très importante dans le mix énergétique francilien. Je ne vais pas répéter ce qui a sans doute été dit déjà, mais qu'aujourd'hui, la part d'énergie renouvelable sur le territoire francilien est une part qui reste faible et que le biogaz, effectivement, a un rôle très important à jouer dans cette trajectoire-là. Donc nous, aujourd'hui, finalement, on a deux perspectives. La première, c'est une baisse très forte des consommations. GRDF se projette sur une baisse des consommations en Île-de-France de moins 32% en 2030. Donc vous voyez, on est aujourd'hui sur une approche très engagée d'accompagnement de l'ensemble de nos clients pour les aider à se décarboner, avec la conviction qu'il y a une place importante pour les solutions qui vont utiliser du gaz et du gaz vert. Et puis effectivement, l'autre sujet, c'est un engagement aussi très fort pour soutenir, développer, accompagner les filières de production de biogaz en Île-de-France. Pierre-Yves Dulac, même question sur ce sujet. Et effectivement, on parlait à l'instant notamment de capacité de production, d'innovation en matière de production. Ça, c'est aussi effectivement des sujets que vous regardez chez Engie. Comment est-ce que ça se passe là depuis quelques mois avec cette nécessité effectivement d'accélérer ? Bien, bonjour à tous, merci de l'invitation. Oui, chez Engie, je vais rejoindre ce que disait Frédéric, puisqu'on est quand même des collègues très proches avec GRDF. Il y a pour le verdissement en Île-de-France en particulier, je voudrais amener 3 sujets. Dans les années passées, on avait beaucoup parlé de réseaux de chaleur, de photovoltaïque. Moi, je voudrais insister aujourd'hui sur la molécule qui reprend toute sa place, effectivement. Il y a 3 types. D'abord, il y a l'hydrogène. L'hydrogène, on en a parlé. En Île-de-France, Engie développe 2 choses. Une production d'hydrogène vert sur l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle, pour le transport des avions et des
des bagages. ADP a souhaité verdir très fortement son mixte. Il y a une deuxième chose également sur Gennevilliers, mais là c'est lié à l'axe Seine et à Repas, puisqu'on va mettre une centrale multi-énergie. L'hydrogène est lancé. C'est lancé, il faudrait que ça arrive. On fera une petite conclusion après, parce que ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même la loi de finances en ce moment et les subventions de l'État qui vont fondre au soleil. Bon, ça c'est un autre sujet. Deuxièmement, sur la molécule, je voulais parler de gaz efficace, d'énergie verte, effectivement. Engie a créé une business unit qui s'appelle Engie Bios, qui travaille beaucoup en Ile-de-France. On est complètement complémentaire de GRDF. Et le but, c'est d'aller fédérer des coopératives, principalement agricoles, de manière à récupérer les déchets céréaliers, méthanisés et injectés sur le réseau de mes collègues. Aujourd'hui, c'est faible, parce qu'en termes de production, en 2023, je crois que sous le couvert de Frédéric, on était à 2%, mais la courbe est exponentielle a priori. La troisième chose que je voulais relever devant vous en termes de verdissement, c'est le CO2 biogénique. Aujourd'hui, Engie, on est en train de faire deux choses. On est en train de construire une usine au Havre, alors c'est pas tout près d'ici, qui va valoriser des déchets industriels pour produire du gaz vert, du méthane et du CO2 biogénique. Ce CO2 biogénique, il va être injecté dans une autre usine qui s'appelle Kérosène, qui est implantée au Havre aussi, et qui va fournir par an à partir de 2040, on va dire pour être plus précis, 27 000 tonnes par an de kérosène vert pour alimenter Charles de Gaulle et Orly, pour alimenter les avions et les compagnies aériennes. Ça représentera en 2040 l'équivalent de 7000 allers-retours Paris-New York par an de gaz vert en kérosène. Voilà, les avions seront alimentés en kérosène vert. Voilà ce que je voulais dire. On avance, on avance. Je reviens sur ce que j'ai dit et je m'arrête. La problématique, ça va être les subventions étatiques. Je prends un exemple sur le fonds chaleur, sur tous les investissements. Aujourd'hui, on parle de 400 millions au lieu d'1,3 milliard. Et donc, ça remet en cause quand même, là, je fais un constat un peu pessimiste, mais ça remet en cause quand même, il faut dire la vérité, les business models qu'on a. Voilà. Laurent Tricot, dans un instant, on va simplement avant boucler sur le gaz vert parce que Pierre Monin, effectivement, c'est aussi un sujet naturellement important pour vous. Et j'allais dire, vu de chez vous, de votre fenêtre, chez GRT Gaz, c'est quoi finalement les leviers aujourd'hui, comme le disait à l'instant Pierre Évulac, pour accélérer cette production de gaz vert qui, j'allais dire aussi naturellement pour vous, semble être aussi effectivement l'un des choix, l'une des directions importantes à prendre quand on parle de ce sujet de la décarbonation de notre territoire francilien. Oui. Alors, juste avant de répondre sur les leviers, moi je voudrais souligner quelque chose qu'a dit Pierre-Yves Dulac qui me paraît très important et je pense qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé à ce point-là. C'est que cette question de la décarbonation et de l'usage des gaz en général, en fait, ce sont des questions systémiques qui sont très imbriquées. Donc quand on travaille sur les biogaz, on peut travailler également derrière sur des questions qui sont liées à l'hydrogène, sur des questions qui sont liées à l'utilisation ou à la séquestration du CO2. Et ce sont des sujets qui sont complètement imbriqués et sur lesquels GRT Gaz travaille en tant que transporteur, parce que GRT Gaz transporte aujourd'hui du gaz, du méthane, du biogaz, mais se positionne également pour du transport d'hydrogène et de CO2. Sur la question des leviers. Sur la question des leviers, il y a plusieurs leviers aujourd'hui effectivement pour atteindre les objectifs importants que l'on se fixe en termes de production de biogaz sur le territoire. Le premier, il faut d'abord parler de levier financier, parce que les projets, effectivement, on voit que les finances se tarissent, et comment les projets peuvent émerger dans ces conditions-là. On était sur des mécanismes aujourd'hui qui reposaient beaucoup sur des tarifs d'achat, mais aujourd'hui, on s'oriente vers d'autres mécanismes qui permettent de stimuler la demande. Les certificats de production de biogaz est un mécanisme qui va obliger les fournisseurs à intégrer dans le gaz qu'ils commercialisent une partie de biogaz. Donc ces certificats, il y a un marché qui va se créer avec une valeur pour ce certificat et qui peut donc pousser la filière. Oui. On a également les Biogas Purchase Agreement, donc BPA, qui sont des contrats qui concernent plus des entreprises ou des industriels qui vont vouloir avoir une visibilité sur le long terme sur des approvisionnements en gaz décarboné. Et que ce soit côté Total ou Engie, il y a d'ailleurs des contrats qui ont été signés avec de grands industriels pour les alimenter en biogaz de cette manière. Deuxième levier... Très rapidement, parce qu'on est très en retard. Deuxième levier, oui, mais j'aimerais quand même pouvoir dire ce que j'ai à dire. Deuxième levier, c'est la question de l'échelle à laquelle on travaille. Ouais. Le potentiel biogaz aujourd'hui en Ile-de-France, il est essentiellement agricole. Mais aussi, on en a aussi sur des usages plus urbains. Enfin, on peut parler effectivement des bouts de steppe, on peut parler des biodéchets. Mais le gisement est extrêmement important. Cette filière agricole, elle est importante pour nous. Je pense que c'est aujourd'hui le grand moteur de cette filière, mais
il ne faut pas fermer des portes à des projets qui pourraient embarquer des gisements agricoles qui aujourd'hui ne sont pas exploités, sur lesquels les agriculteurs eux-mêmes ne souhaitent pas forcément être opérateurs directs. Et donc, il faut être capable d'avoir un dialogue entre ces agriculteurs et un monde peut-être un petit peu plus industriel pour embarquer ces agriculteurs sur des projets qui vont permettre de traiter déchets agricoles et biodéchets, par exemple. Et troisième et dernier levier, je vais passer très rapidement, parce que c'est un levier un peu plus technique, mais il faut avoir en tête que la méthanisation, c'est effectivement le gros du potentiel et en termes techniques pour produire ces biogaz, mais que ce n'est pas le seul. Il y a d'autres technologies qu'il faut explorer. On peut parler de la pyrolyse. Il y a des expérimentations qui sont menées d'ailleurs avec le SIAP et le SICTOM mènent conjointement des expérimentations sur ce sujet avec un projet qui s'appelle Cometa. On peut parler également de gazéification hydrothermale et nous avons d'ailleurs mené un appel à manifestation d'intérêt chez GRT Gaz pour recenser un peu les projets qui se profilent sur le territoire sur cette technologie. Alors les résultats sont annoncés dans quelques jours, donc je ne peux pas en parler actuellement, mais on a au moins 2 projets en Ile-de-France qui mériteront d'être suivis par la suite sur cette technologie. Laurent Tricot, oserais-je dire que vous êtes la voix dissonante de cette table ronde ce matin? Parce que, alors, Total, bien évidemment, énergéticien majeur, d'ailleurs, on va en parler, parce qu'effectivement, il y a ce sujet de la transformation du modèle de Total, et notamment vers ce modèle multi-énergie. Le gaz, c'est un sujet que vous regardez, mais pas que, et vous, finalement, j'allais dire, vous avez focusé finalement vos investissements, vos réflexions en matière de transition énergétique sur le territoire francilien vers d'autres sources d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, effectivement, là, vu de chez Total, effectivement, comment vous regardez ce sujet et quel levier, là, vous avez activé? Alors, je ne vais pas trop vous parler de gaz. Bonjour à toutes et à tous. Total Énergie. Puisqu'en 2021... J'ai dit Total, j'ai fait une erreur marketing. Nous sommes devenus Total Énergie et justement, et je vais le faire là-dessus, on est la très bonne illustration de la transition énergétique que traverse le monde de la France et l'Île-de-France. En 2015, accord de Paris, le pétrole représentait 2/3 de notre production et de nos ventes. Aujourd'hui, 2023, le pétrole représente moins de la moitié. 2050, notre ambition, c'est pratiquement plus de pétrole et 50% électrique. Donc c'est une vraie transformation, des usages. Si on amène à la France, aujourd'hui on y est déjà, en même pas 10 ans, on est dans le top 3 des producteurs d'électricité verte, l'équivalent de 2 centrales nucléaires, 1,8 million d'habitants à peu près. On est un acteur majeur des biocarburants parce que demain, il y aura certes de l'électrique à 50%, mais on continuera à avoir des biocarburants, biogaz pour la mobilité. Oui. On est déjà et de loin le plus gros producteur industriel de biocarburants. Et si on revient sur l'Île-de-France, on le voit déjà avec en particulier nos sites industriels où on a encore aujourd'hui les 2 plus grosses centrales solaires sur nos sites de Grand Puy et de Gargenville. Et demain, sur la plateforme de Grand Puy, on en parlera peut-être un tout petit peu plus après, on deviendra un producteur et un fournisseur incontesté de carburant d'aviation durable qui sera indispensable pour l'aviation avant peut-être l'hydrogène. Donc pour vous, le sujet, c'est les biocarburants et aussi le solaire, et vous accélérez véritablement sur ces sujets-là. Oui, on accélère complètement sur tous ces sujets. Grand Puy, à partir de la plateforme de Grand Puy, qui d'ailleurs plateforme zéro pétrole, hier c'était une raffinerie, demain il n'y a plus de pétrole qui rentre. À partir du recyclage de graisse animale ou d'huile, on fera... plus de 20% de notre production mondiale de SAF, de carburant pour aviation. Et sur l'électrique, on a aujourd'hui autant en projet qu'on produit. Notre enjeu, c'est peut-être d'accélérer, c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est d'accélérer la sortie administrative des dossiers, parce que chez nous, ils sont financiers. C'est pas un souci de financement. Et pour terminer, tout ça, on le fait beaucoup pour la mobilité électrique, parce qu'on a un enjeu d'accélération aussi, et là c'est là où je me diffère un peu, ou différencie un tout petit peu de mes chers collègues et parfois concurrents. Nous, l'objet, c'est de s'adapter à la mobilité électrique, en particulier en Île-de-France. Et l'Île-de-France est à la pointe en termes de stations multi-énergie et en termes de stations full électrique. Bien évidemment. Messieurs, pour conclure, un exercice qui va vous sembler facile certainement, on va vous donner 30 secondes peut-être pour chacun, pour nous donner, j'allais dire, votre action prioritaire au cours de l'année 2025 qui va arriver, justement en matière de transition énergétique, un peu à la lumière des défis, des enjeux que vous nous avez donnés. Qu'est-ce qui va se passer dans vos maisons respectives chez vous en 2025 et ce sur quoi vous allez mettre l'accent et le focus? Frédéric Moulin, peut-être pour démarrer.
Alors, en 30 secondes, moi je voulais dire un mot sur finalement le biogaz et la ville, parce que finalement, Pierre l'a dit, hein, on a un sujet qui s'est développé beaucoup par les sujets agricoles. Donc nous, nos actions prioritaires en 2025, ça va être quoi? Ça va être d'abord accompagner les collectivités, mais beaucoup d'autres acteurs aussi pour accélérer, massifier la collecte des biodéchets, qui est un sujet important. Je donne juste un chiffre. Le potentiel le gisement, si on peut dire, de biodéchets pour la seule ville de Paris, c'est à peu près 200 000 tonnes. Aujourd'hui, on en collecte moins de 10 000 tonnes. Et la filière de production de biogaz est un enjeu essentiel. Et je donne juste aussi un autre petit point qui peut paraître anecdotique, mais qui est tout à fait intéressant. On engage aussi une action très ciblée sur le sujet du fumier de cheval, qui, en Ile-de-France, n'est pas du tout une question anecdotique. Pierre-Yves Dulac, l'action prioritaire, l'accent chez Engie en 2025, à la lumière effectivement de la feuille de route que vous nous avez présentée. Alors, je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonjour, monsieur le préfet. En 2025 sur Engie, évidemment les réseaux de chaleur, puisque en Ile-de-France, on a pas moins d'une vingtaine de projets qui sont plus ou moins matures, et en particulier en géothermie au Dogger, dont très grande profondeur. On vient de terminer le Chênay, chez mon cher Patrick, chez toi c'est fait, Cyril. Il y a une vingtaine de projets qui sortent. Le deuxième, ça va être les gaz verts, comme je l'ai dit. On va focuser très fort, en particulier en Seine-et-Marne, où on a 6 gros projets qui arrivent à terme et qui vont voir le jour en 2025. Et puis pour compléter ce qu'a dit Laurent également, Engie est également sur les recharges électriques à travers sa filiale qui s'appelle Vianeo, que vous avez dû voir sur bon nombre d'autoroutes. Voilà, donc là ce sont les 3 axes, les grands axes de 2025. De 2025. Pierre Monin, même question en 30 secondes, l'accent, la priorité, l'action concrète à venir chez vous. Je pense qu'il y a un gros sujet pour accompagner et arriver à déciloter cette vision que l'on a effectivement de la manière dont se fait la méthanisation, suivant 2 axes. Le premier, c'est de rapprocher des acteurs qui ont ces besoins de décarbonation ou ces filières amont d'intrants, et on peut parler effectivement des syndicats d'eau, de déchets, du monde agricole. Il faut qu'on arrive à faire se rapprocher tout ce monde-là, mais il y a aussi un sujet, je pense en Ile-de-France. Laurent, tu parlais de la mobilité électrique. On a aussi beaucoup de mobilité GNV. Il y a un sujet effectivement de rapprocher les questions d'usage, parce qu'on a ces besoins de gaz pour les usages, et ces questions de comment on tire la filière de production. Voilà, donc il y a ce sujet qu'il faut... Ça revient à faire de la pédagogie, quelque part. Ça revient à plus que faire de la pédagogie. Ça revient derrière à travailler à du montage de projet. Laurent Tricot, même question, l'action prioritaire, l'accent en 2025 chez TotalEnergies sur ce sujet de la transition énergétique sur le territoire francilien. Si on se recentre sur l'Île-de-France, il y en a 2. Le premier, c'est lancer la production de biocarburants pour les avions sur la raffinerie, la plateforme de Grand Puy, qui est indispensable dans notre stratégie. Et le deuxième, c'est continuer à accélérer sur le déploiement des bornes, que ce soit en station-service ou sur la voirie publique, et en particulier les bornes haute puissance pour les véhicules électriques. François-Marie Didier, président du SIAP. Alors, l'avantage d'être grand témoin, c'est d'introduire, de conclure. Vous avez en plus le double de temps, vous avez 1 minute pour nous donner votre conclusion, votre regard, effectivement, sur ce qui a été évoqué par nos intelligents, et finalement aussi nous dire quelle est, j'allais dire, votre feuille de route. Vous parlez effectivement en introduction de votre capacité de production désormais de biogaz. Est-ce que ça, j'imagine que oui, c'est un accent important pour les prochains mois, les prochaines années au SIAP? J'en prendrai 2. Allez-y. La première, je m'étonne quand même que des grands industriels comme Engie se plaignent des baisses des subventions. S'il y a un bon projet, on trouvera de l'argent. Enfin, on m'a toujours expliqué ça. Monsieur le préfet, vous venez d'arriver, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation qu'on connaît. Il y a des choix à faire en matière de finances publiques, mais s'il y a de bons projets, ils seront financés. Je me tourne d'ailleurs vers la Banque des Territoires et Richard Curnier, qui finance de grands projets du SIAP à hauteur de 500 millions d'euros, parce que ce sont de bons projets. La parenthèse est fermée. Deuxième chose, je ne suis pas certain qu'on aille vers une baisse de la consommation. En tout cas, le SIAP, compte tenu des nouvelles réglementations, va plutôt aller vers une augmentation en matière d'électricité ou de biogaz. Donc il va falloir trouver de nouveaux gisements.
Pour le SIAP, ce sera peut-être les fumées. Demain, ce sera des boucles d'eau chaude pour récupérer de la chaleur. C'est un grand projet qu'on est en train de mener à Clichy avec le maire, et ce sera le plus grand projet au monde de récupération d'eau usée pour produire de la chaleur et alimenter le réseau de chaleur de la ville. Donc moi, je suis très optimiste, même si le niveau des finances est compliqué, des collectivités et d'autres. Patrick Ollier le sait bien. Le SIAP, c'est un service public un peu particulier, un service public industriel, mais je reste très optimiste parce qu'on va être capable d'innover en la matière et travailler tous ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans. Personne ne me contredira ici. Voilà, donc un peu de positif. Sauvé par le gong. Merci beaucoup. Nous étions avec Laurent Tricot, Frédéric Moulin, Pierre Monin, François-Marie Didier et Pierre-Yves Dulac. Merci beaucoup à vous tous.